Voilà. Bonsoir à tous et merci d'être restés pour ce débat en compagnie de nos invités ici sur la scène et également en plateau. Donc on vient de voir Hit Beater, un film de Nyinghi Sun et Pascal Apora Nyekidi. Alors c'est un film qui décrit un nouveau monde en train d'émerger en Afrique avec de nouveaux partenaires, de nouveaux acteurs économiques, notamment sur le continent, la Chine et puis beaucoup d'autres aussi. C'est de tout cela dont on va parler avec nos intervenants. Bonsoir. Alors nous sommes donc avec Mathieu Pellerin, chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et aussi à l'International Crisis Group. Vous travaillez sur plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, notamment le Sahel, et aussi sur les relations entre la Chine et l'Afrique. Nous sommes également avec Aïcha Dabo. Vous êtes cofondatrice et coordinatrice d'Africtiviste. Donc vous êtes experte de la gouvernance numérique notamment et des réseaux sociaux et de la défense des droits des citoyens, notamment dans le cyberespace. Et puis nous serons en visio également avec Aminata Draman Traoré, ancienne ministre, militante, autrice, militante intermondialiste et ancienne ministre de la Culture au Mali, qui se bat notamment contre le libéralisme, les méfaits du libéralisme et le néocolonialisme. Et nous serons également, toujours en visio, avec Freddy Nkourikié, qui est fondateur d'Africa Nounia, conseiller du chef de l'État togolais. Alors Africa Nounia, c'est un cercle de réflexion panafricain qui a pour thème de prédilection la paix, la sécurité en Afrique, le développement durable, les droits de l'homme et l'état de droit. Mais peut-être d'abord une réaction à nos intervenants sur ce film qu'on vient de voir, puisqu'on vient de suivre, on vient de voir ces portraits croisés de Luan, chef de construction chinois en Centrafrique, et Thomas, travailleur centrafricain, pêcheur de sable, qui sont tous les deux confrontés à l'adversité. Est-ce que ça vous semble finalement décrire assez bien les bouleversements du monde et du continent africain auquel on assiste aujourd'hui, Mathieu? Merci. Bonjour à tous. Euh, oui, je trouve que le documentaire a deux, par rapport au thème qui nous intéresse, hein, deux vertus. La première, c'est de décentrer un petit peu le sujet. C'est-à-dire qu'on parle énormément des enjeux de puissance, des rivalités de puissance, la Chine, la Russie, les rapports avec ces pays-là, les rapports avec les pays occidentaux. Et finalement, ce que nous montre ce documentaire, c'est que on a d'un côté un personnage centrafricain, un opérateur économique chinois, qui sont guidés simplement par la recherche d'un pouvoir d'achat pour le centrafricain, la recherche d'une épargne pour le chinois, puisqu'il dit qu'il va revenir tôt ou tard en Chine ou alors ailleurs, mais il épargne pour construire sa vie. Donc, on est loin finalement des considérations géopolitiques qui peuvent parfois nous animer. Donc ça, c'est le côté où finalement le réalisateur parvient à décentrer un peu cette question des relations entre la Chine et l'Afrique. L'autre élément qui est très intéressant, alors ça fait quand même longtemps que j'ai pas travaillé sur les questions Chine-Afrique, mais effectivement au moment où la vague commençait à monter, j'ai beaucoup travaillé sur la question et justement ça m'a renvoyé à ça, c'est-à-dire que ça déconstruit l'idée que derrière la Chine vous avez forcément des multinationales, des empires qui viennent et qui, comme on l'a dit, fut un temps, et c'est vrai au début c'était souvent le cas, arrivent avec des hordes de salariés chinois et n'emploient pas assez de main-d'œuvre locale. Et là, ce qu'on voit, c'est que finalement, c'est un opérateur chinois qui n'est pas issu d'une multinationale, qui sans doute vient d'une province, ce qu'on voit, qui n'est pas dans la capitale, et qui finalement est en recherche d'opportunités et recrute beaucoup de Centrafricains, emploie beaucoup de Centrafricains, fait travailler beaucoup de Centrafricains. Donc ça permet à la fois de décentrer et de déconstruire un peu l'image qu'on a de la relation entre la Chine et l'Afrique. Alors, je pose maintenant la question, je me tourne vers Madame Draman Traoré, qui se trouve en visio, que vous voyez à l'écran. Ce film que vous avez vu, selon vous, qu'est-ce qu'il raconte de l'époque qui est la nôtre? Non, je crois que ce film est émouvant et touchant parce que effectivement, on n'est pas dans le dur là, mais dans l'humain, deux hommes, deux pays distants, la Centrafrique et la Chine
Et tous les deux se battent pour survivre, l'un dans des conditions extrêmement difficiles, l'autre effectivement c'est un citoyen ordinaire. Ces destins rendent compte de l'évolution du monde ces dernières années, quoi. La Chine et l'Afrique n'ont pas du tout évolué de la même manière. Et je crois qu'on y reviendra longuement sur ces aspects. Mais c'est très intéressant. On n'a pas affaire à des patrons. Voilà, je crois qu'on a quelques petits soucis de connexion, comme on voyait aussi parfois dans le film. Est-ce que vous nous entendez, Madame Raman Traoré? Aminata. Aminata, Oui. est-ce que vous nous entendez? Parfait. Aminata Draman. Oui, je vous entends. Moi, je vous entends. Alors, peut-être je me tourne vers vous, Aïcha Dabo. Comme l'a souligné Aminata, on est dans l'humain avec ce film. Ce nouveau partenariat, ces partenariats qu'on voit de plus en plus sur le continent en Afrique, avec la Chine notamment, est-ce que pour vous, c'est du point de vue des citoyens, je pose cette question, est-ce que ça peut être aussi une chance pour le continent africain, une opportunité en tout cas? Oui, parce que s'il y a un transfert de compétences, déjà il y a la création d'emplois, mais s'il y a un transfert de compétences, je dirais que oui. Et ce film, en fait, comme on l'a dit, hein, ça montre des histoires différentes mais similaires, des personnes qui se battent au quotidien comme tout un chacun. Et ça humanise davantage, en fait, des décisions qui peuvent être prises en haut. Et le fait qu'après un premier contrat, le patron chinois a déjà 5 de plus, veut dire qu'il y a des opportunités qui existent. Maintenant, il crée de l'emploi. On ne sait pas trop si la paye est... En fait, ils gagnent assez leur vie, ces employés. Mais moi, je pense que l'opportunité ici, c'est l'investissement, oui, améliorer les compétences à travers les partages transfert de compétences. Peut-être que Monsieur Freddy Nkourikié, je ne le vois plus à l'écran, mais peut-être qu'il est avec nous. Vous êtes avec nous. Cette présence chinoise qu'on voit dans ce documentaire à travers le personnage de Luan, est-ce que pour vous c'est le signe d'un nouvel ordre économique qui est en train de se mettre en place, notamment sur le continent africain? Bon, merci. Bonsoir à tout le monde. Je m'exprime depuis Lomé. Et disons que deux éléments importants avant de parler, c'est je suis cofondateur d'Africanunia, parce qu'il y a deux autres camarades avec lesquels je partage l'aventure, et je vais m'exprimer davantage en ma qualité personnelle. Alors, sur la question de du nouvel ordre mondial, le monde est dynamique. Des choses évoluent, ce qui était n'est pas aujourd'hui et ne sera pas demain. Mais ce que m'apprend ce film extraordinaire que j'ai regardé par deux fois, c'est que, le monde se construit par un croisement intelligent d'intérêts. Et on voit, je connais très bien, j'ai reconnu les deux bâtiments, la CBCA au centre de Bangui, au PK0 comme on dit, et le dernier bâtiment. Donc ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Donc croisement intelligent d'intérêts. Le deuxième point, c'est que les rapports humains sont parfois aux antipodes des schémas et stéréotypes entre puissance exploitant et exploité. Ça, c'est les deux premières leçons que ça tire. Maintenant, dans le moment actuel que nous vivons, c'est vrai que ça peut préfigurer de quelque chose de nouveau qui est en train de s'installer. Probablement, nous y reviendrons plus tard. Mais vous voyez, même si les rapports ne sont pas encore égalitaires, disons, entre les deux parties, le chinois et le centrafricain, il y a quand même une nouvelle dynamique où on veut atteindre ensemble un objectif qui correspond aux besoins de chacun. Alors maintenant, disons, ça appartient aux acteurs africains de pouvoir en tirer le meilleur parce qu'il y a tellement d'opportunités comme on vient de le voir. Quand je vois
cet opérateur chinois arrivé à Bangui avec un seul contrat, en très peu de temps, il en a 5 et il continue de prospérer. Vous voyez quand même que c'est une terre d'opportunité, cette Afrique que nous chérissons. Alors, peut-être pour rappeler quelques données factuelles, aujourd'hui, la Chine est le premier partenaire économique du continent africain, le premier investisseur dans les secteurs stratégiques, hein, comme les mines, le pétrole, les télécommunications. Là, dans ce film, on parle de la Chine, on pourrait parler d'autres acteurs comme la Russie, qui est un partenaire militaire important, la Turquie également, les Émirats arabes unis et beaucoup d'autres. Je me tourne vers vous, Mathieu Pellerin. Est-ce que cette présence chinoise, je vous repose la question que je posais à M. Nkoulikié, est-ce que pour vous, cette présence chinoise en Afrique, mais aussi russe, turque et d'autres pays, de quelle manière, à vos yeux, est-elle le signe d'un nouvel ordre international qui est en train de se mettre en place, qu'il soit d'ailleurs politique ou économique? Oui, alors effectivement, c'est l'illustration d'une reconfiguration de l'ordre mondial à plusieurs niveaux. Déjà sur le plan économique, parce que tous les pays que vous avez cités sont des puissances émergentes ou réémergentes, ou alors qui ont dépassé même les puissances occidentales pour ce qui est de la Chine sur le plan économique. Et ce sont des États qui ont besoin de relais de croissance sur d'autres continents. Et c'est pas propre à l'Afrique d'ailleurs, hein. Si on prend la Chine, les investissements de la Chine, que ce soit en Asie, en Amérique latine ou en Afrique, sont absolument colossaux. Donc il y a des relais de croissance à trouver partout et comme l'a dit Freddy, l'Afrique est effectivement une terre de croissance avec de très très forts taux de croissance, des taux de croissance démographique qui sont colossaux, des besoins de consommation majeurs, des besoins en infrastructure majeurs. Donc nécessairement pour la Chine, c'est une terre d'opportunité économique. La redéfinition de l'ordre, je dirais, mondial, elle se lie peut-être moins sur le plan économique que dans, je dirais, les relations de pouvoir qu'il peut y avoir avec les États. Et tous les États que vous avez cités sont en train ou ont déjà dépassé le stade des relations économiques pour aller vers la géopolitique, la diplomatie d'influence, voire parfois également des relations, je dirais, d'ordre militaire. Vous avez mentionné le cas de la Russie. Et là, ça traduit quand même, je ne vais pas trop m'attarder à ce stade dessus, mais je dirais la remise en question, hein, des valeurs libérales qui avaient prévalu dans les rapports qu'il y avait entre les puissances européennes, occidentales plus largement, et puis les pays africains. Je prendrai juste un exemple qui illustre cela, parce que c'est fondateur en fait en 2004. À l'époque où je travaillais sur ces questions-là, mais c'est vraiment très révélateur parce que c'est ce qui se passe à peu près partout maintenant dans les relations entre la Chine et l'Afrique. En 2004, l'État angolais a décidé de cesser les discussions avec la Banque mondiale. Ils étaient en discussion pour l'octroi d'un prêt avec la Banque mondiale sur des conditions qui étaient très dures, jugées très dures par l'État angolais. Et l'État angolais a dit: c'est bon, j'arrête avec vous, je vais aller voir l'Exim Bank chinoise. Et l'Exim Bank chinoise a inauguré avec l'Angola ce qu'on a appelé ensuite prêt contre pétrole, c'est-à-dire des conditions de prêt extrêmement avantageuses, peu de conditionnalité et en échange un accès à différentes ressources dont le pétrole. Ça a inauguré ce renversement en fait des équilibres entre le rapport qu'il y avait, les institutions financières internationales, les institutions internationales, les États occidentaux à titre bilatéral, qui avaient des relations d'influence assez marquées vis-à-vis des pays africains, et ces pays ont trouvé dans la Chine et dans tous les autres partenaires un moyen de faire jouer la concurrence. Et je pense que c'est l'élément le plus central qui définit un peu cette remise en question des équilibres. Alors, vous venez de le dire, et M. Nkoulikié l'a expliqué aussi il y a quelque temps, et je me tourne vers Mme Traoré. Le fait que ce soit tous des pays émergents, la Centrafrique, la Chine, est-ce qu'au fond, ça change quelque chose dans la relation entre ces pays-là? Bon, moi, je pense qu'il faut inscrire le débat de ce soir dans son contexte. Parce que l'émergence des BRICS et dans, enfin, l'espérance en tout cas, est nourrie par
et les pays africains qui sont à la traîne si on se réfère aux critères de développement des dominants. Et on a l'impression que les choses vont dans le bon sens, mais nous devons nous dire que les choses, on ne peut pas ignorer les bouleversements qui rendent compte justement du fait que l'Afrique a souffert d'abord de l'échange inégal, du fardeau de la dette, des politiques d'ajustement structurel, et que ses chances de s'en sortir, de pouvoir se prendre en charge, ont été considérablement confisquées. Et c'est ça il n'en a pas été ainsi pour la Chine. Et Est-ce que vous nous entendez? On a une petite... considérablement. Je vous en prie, allez-y. On a des... Oui. Donc, je vais dire que c'est autant, si nous nous situons dans le cadre de ce documentaire, comme je l'ai dit, qui a un côté touchant, c'est des humains en situation dans un ordre mondial en bouleversement. Mais c'est la nature maintenant du développement dont il s'agit. Parce que moi, je ne suis pas, vous l'avez dit, de par mon parcours, franchement, la croissance économique, moi, j'en suis revenu. Je ne crois pas. Dans les rapports entre la Chine, les BRICS d'une manière générale et nos pays puissent nous permettre de nous en sortir dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions. Pourquoi? Pourquoi, selon vous, ça ne peut pas permettre à l'Afrique de s'en sortir dans les meilleures conditions? Parce que nous avons loupé, disons, l'étape de l'industrialisation. L'étape de l'industrialisation, et nous n'avons pas réglé la question du financement. Ce qui se passe aujourd'hui entre les États-Unis et l'Europe et en dit long sur la nature du système. Si ça va reprendre encore, ça va reprendre, je pense. Alors, je me tourne vers vous, Aïcha Dabo. On a une petite rupture de faisceau. C'est très intéressant ce que dit Madame Traoré, parce qu'elle est en train de nous dire qu'elle ne pense pas que cela suffira, au fond, à faire en sorte que l'Afrique s'en sorte. Et ça résonne avec le film, parce qu'on voit Thomas, ce pêcheur de sable, qui commence d'abord comme travailleur auprès d'un pêcheur, enfin quelqu'un qui a plusieurs pirogues, et il termine en achetant lui-même sa propre pirogue et devenir finalement autonome et gagner son propre argent et faire travailler d'autres à son tour. Est-ce que cela, en effet, vous paraît au fond suffisant? Madame Traoré parlait de la nécessité d'industrialiser l'Afrique, qui a été loupée, au fond, au fil de l'histoire. Est-ce que ces relations entre l'Afrique, la Chine, la Russie, les relations économiques telles qu'on les voit aujourd'hui, selon vous, peuvent suffire, ou en tout cas vont dans le bon sens pour apporter davantage de développement au continent? Moi, je vais aborder cette question-là sur la base de ce que je fais. Et moi, je dirais que c'est pas suffisant parce que si on regarde bien les Thomas et les autres, à un moment donné, le gouvernement est venu pour dire qu'ils doivent déguerpir. Ensuite, à un moment donné, on a dit qu'il faut avoir, je crois, des chaussures ou casquettes pour pouvoir s'identifier et se référencer. En fait, les conditions ne sont pas créées pour qu'ils puissent réussir. Donc ça, c'est vraiment un facteur très important pour qu'on puisse avoir ce développement économique-là, et même dans les autres secteurs. Parce que si, par exemple, c'est une belle histoire, il a pu avoir sa propre pirogue, mais combien d'autres ont rejoint la rébellion parce qu'ils n'avaient pas résisté ou bien ils n'avaient pas eu d'opportunité ou la chance de pouvoir avoir des pirogues. Donc, tant que les conditions qu'il faut ne sont pas créées par nos gouvernants,
on continuera à être à la traîne. Et ce qui amène aussi cet aspect-là de, je ne veux pas dire victime, mais de subir, en fait. Parce que souvent, dans ces négociations, qu'elles soient économiques ou bien tout autre secteur, ce que, en tout cas, nous, citoyens, percevons, c'est que nous subissons. Parce que les négociations ne sont pas tout le temps en faveur des États qui négocient au nom des citoyens. Même si c'est des négociations économiques par rapport, par exemple, les prêts que les États vont chercher auprès de la Chine, après, les contreparties, par exemple, je pense que c'est la Zambie ou un des pays en Afrique de l'Est, c'est par exemple, ça peut être l'aéroport, ça peut être le port, ça peut être... Mais en fait, finalement, ils n'arrivent pas à payer. Et il y a ces saisines-là sur un certain nombre d'années. Donc ça, c'est pour moi, en tout cas, c'est aussi pouvoir renégocier, mais avec tenant en compte l'intérêt des pays, pas seulement des générations actuelles, mais les générations à venir aussi. Alors c'est d'autant plus intéressant ce que vous dites que ce qu'on voit dans ce documentaire, c'est que Thomas, effectivement, même s'il achète sa pirogue, reste dans le cadre d'une entreprise informelle et donc dans la fragilité d'une entreprise informelle. Je me tourne vers Freddy Nkourikiye. Madame Dabo expliquait très justement qu'au fond, l'avenir du continent africain et de ses nouveaux partenariats dépendra aussi de la capacité des gouvernants africains à en tirer profit. Vous qui êtes notamment conseiller du chef de l'État togolais, comment est-ce que vous appréhendez ces nouveaux partenariats avec le pays dans lequel vous vivez aujourd'hui? La question, effectivement, et comme l'a dit Mathieu à un moment, ça a été la mise en concurrence des partenaires. Et aujourd'hui, on voit les pays africains qui s'ouvrent à de nouveaux partenariats, disons des partenaires non traditionnels. Et pendant un moment, si on parle de la question du développement aujourd'hui, il faut, comme le disait Madame Traoré, reconnaître qu'à un moment, on a raté le coche. Et la question importante que nous nous posons actuellement, c'est celle, quelles sont les bases du développement? Madame Dabo parlait des infrastructures. Sans infrastructures, on ne peut rien faire. 2, la question aujourd'hui importante, c'est créer de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée se crée à travers l'industrialisation. Mais l'industrialisation aussi à une certaine échelle pour essayer de remorquer le maximum. Alors aujourd'hui, les pays africains, la bataille qu'ils mènent, c'est notamment d'arriver à créer de la valeur ajoutée dans des secteurs porteurs comme l'agriculture. Mais en même temps, l'enjeu qu'il faut relever, c'est celle de l'éducation. Ça veut dire l'éducation, c'est avoir aussi des agriculteurs qui ont des capacités de produire, hein, savoir les encadrer, savoir mettre à profit leur force de travail, leurs capacités, les skills. Alors ça, c'est un autre défi. Pourquoi? Parce que vous avez vu le jeune centrafricain Thomas, comment il a sué pour déjà avoir sa pirogue. Alors, il y a une question de capacitation que nous devons aussi relever en tant que défi, en tant que pays africains. Alors, le troisième défi, c'est maintenant l'accès au marché, qui est absolument défavorable aux pays africains. Pourquoi? Parce que nous avons le mécanisme de notation le rating des pays, ou tout ce qu'on appelle notation du risque, qui est absolument défavorable aux pays africains. Mais je me rappelle en 2022, au sommet de la finance à Lomé, le chef de l'État togolais rappelait 2 cas. L'Angola, qui avait des taux absolument élevés sur le marché, alors qu'en face, on avait l'Argentine qui avait connu même un défaut de paiement avant de se relancer et de connaître un deuxième défaut de paiement, qui a emprunté à des taux plus avantageux que ceux de l'Angola. Alors maintenant, on peut s'interroger. Est-ce que le seul fait d'être un pays africain est un élément de base défavorable pour accéder au marché financier? Ça, c'est un point dont il faut discuter. Et vous avez vu, l'Union africaine est en train de lancer cette idée d'avoir une agence de notation africaine. Ça va être quelque chose qui peut aussi améliorer les capacités de financement du développement des pays africains.
Le chemin est encore long, mais toujours faut-il commencer par quelque part. Donc l'infrastructure, l'éducation, les capacités, les skills pour cette jeunesse industrieuse et nombreuse et l'accès au marché, ça fait partie des défis importants qu'il faut relever. Alors, je reviens à la question géopolitique, M. Nkorekye, que je vous pose et que je poserai ensuite à Mathieu Pellerin. Très concrètement, est-ce que le partenariat est différent entre les nouveaux acteurs de l'Afrique, la Russie, la Chine et ces nouveaux acteurs, et celui qui existait auparavant avec les puissances traditionnelles classiques, l'Europe, pour dire les choses très concrètement? Alors, le problème, c'est que pendant 3 décennies, les 30 dernières années ou 35 ans, depuis les années 90, la manière dont les rapports se sont construits entre le Nord et le Sud, si on peut caricaturer comme ça, c'est que tout passait essentiellement par de l'aide de développement, l'aide publique au développement, qui dans certains pays, pendant 25 ans, a représenté jusqu'à 20% du produit intérieur brut. Alors, vous pouvez imaginer les répercussions sur les capacités de développement lorsque vous avez 20% de votre PIB qui dépend de l'aide. Il n'y a aucune production. Alors ça, c'est un premier défi. 2, lorsqu'on est passé à la logique du financement pour le développement, les conditions d'accès à ces financements pour le développement sont extrêmement difficiles. Et on est en train de retomber dans ça aujourd'hui. Alors, vous avez les Chinois qui sont arrivés, notamment sur la question des infrastructures, qui ont offert des conditions qui aujourd'hui, il faut naturellement renégocier. D'ailleurs, vous avez vu que la Chine, au dernier FOCAC, a reconduit plusieurs financements qui avaient été déjà promis au dernier FOCAC de Dakar. Donc, je pense que c'est parce qu'à un moment, ils ont vu que ça ne fonctionnait pas. Alors, vous avez un acteur comme la Russie. Qu'offre la Russie aujourd'hui? Alors, quand j'entends certains discours dire la Russie n'offre rien pour le développement et autres, non, la Russie ne demande pas. La Russie vient offrir en premier lieu ce qu'elle a de mieux, les questions de sécurité. Et c'est pour se repositionner justement dans cette géopolitique qui est en train d'évoluer. Ce qu'elle peut offrir de mieux, c'est tout le système sécuritaire. Et là, je pense que quand même, pour avoir vu des choses à Bangui, pays que je fréquente depuis une quinzaine d'années, je pense qu'il y a des choses qui ont été faites. On peut en rediscuter. Et 3, vous avez d'autres pays comme la Turquie, dont la technologie militaire, en termes de stratégie militaire, est en avantage pour les pays africains, une technologie robuste et à un prix compétitif. Alors maintenant, vous comprenez que derrière tout ça, entre les conditions difficiles, les conditionnalités difficiles que les pays africains disent inaccessibles pour leur permettre de se développer, on a une offre un peu plus libre, plus négociable, avec une marge de négociation qui est intéressante à certains égards. Maintenant, c'est de voir que cet intérêt, quand on va regarder de l'autre côté, ne vienne pas finalement plomber toute la dynamique de développement de nos pays. Mais pour le reste, je pense que le mieux, comme on le disait en dérégulant les marchés, je pense que la compétition est une des vertus justement de pouvoir faire avancer nos pays. Il y a aussi cette compétition dans les questions de partenariat. Il faut laisser les pays africains aussi élargir leur partenariat. Ça, je pense que c'est un point sur lequel il ne faut pas beaucoup perdre de temps. Pourquoi? Parce que qui s'inquiète plus que l'Afrique sur le sort de l'Afrique? Est-ce que finalement, l'Afrique doit demander une autorisation quelconque à quelqu'un pour aller voir d'autres amis ou élargir le cercle de ses amis? Je pense que ça fait partie des questions qui sont posées et qu'il faut se poser. Mathieu Pellerin, ce que vient de décrire Freddy Nkorekye, au fond, quels sont les risques et les conséquences, non pas pour le continent africain, mais pour les puissances classiques, les partenaires classiques du continent africain, l'Europe? Qu'est-ce que ça change au fond dans ce que l'Europe est aujourd'hui, dans ce qu'elle risque de devenir dans les décennies à venir? La question que vous posez, c'est une question mondiale qui ne se limite pas au continent africain. Donc la réponse serait vaste. Je pense que
Je pense qu'il faut savoir déjà quels sont nos intérêts. Et c'est pas une question qui va de soi. Ça renvoie, si je prends le cas de la France, qui évidemment était en première ligne sur ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, en particulier au Sahel. La question des intérêts de la France dans cette zone-là n'ont jamais été, je pense, bien délimités par les autorités françaises. Et ça les a poussés dans une situation, je pense, qui les dépassait et qui les mettait de plus en plus en délicatesse avec les autorités, si on prend le cas du Mali en particulier. Et je m'arrête sur ce point-là parce que ce qui s'est passé au Mali répond en grande partie à votre question. C'est-à-dire que les risques, on les voit déjà. C'est-à-dire que l'Europe perd des parts de marché sur le plan économique, elle perd surtout beaucoup d'influence sur le plan politique et géopolitique, et du coup, elle est en retrait dans tout ce qu'elle fait. Elle n'ose plus prendre de risques, elle n'ose plus assumer des prises de position. Et donc, ce qui s'est passé au Mali, c'est qu'on avait une France qui voulait aider le Mali, mais finalement faisait la guerre à la place du Mali. Et le Mali a voulu, de manière souveraine, réaffirmer ses priorités stratégiques sur la manière de faire la guerre, sur la manière de résoudre le conflit au nord du Mali, les conflits au nord du Mali, djihadistes et rebelles. Et tout ce que la France ne voulait pas faire, elle a sollicité la Russie pour le faire. Reprendre la ville de Kidal, qui était un tabou pour la France, la Russie l'a fait absolument sans broncher. Des volumes d'armement et surtout des matériels lourds, très lourds, que la France ne pouvait pas donner parce que tout simplement la France n'en produisait pas. La question des droits de l'homme, qui dans les années 2010 était devenue absolument centrale dans la lutte contre-insurrectionnelle au Sahel, portée par l'Europe encore plus que la France, et qui gênait beaucoup les autorités maliennes, en disant on ne peut pas faire la guerre et toujours devoir s'attacher au respect des droits de l'homme tels que vous les énoncez vous. La Russie n'a pas du tout évoqué ces questions-là comme étant des questions centrales. Donc tous les points qui vraiment bloquaient la manière de faire la guerre au Mali, de mener les opérations de contre-insurrection, les autorités ont trouvé dans la Russie la manière de satisfaire leurs intérêts. Donc pour répondre à votre question, je pense que l'Europe devrait, et l'Europe dont la France devrait repenser quels sont ses intérêts dans ces espaces-là et comment les satisfaire. Comment repenser leur manière d'opérer, comment repenser leur manière de répondre aux besoins des pays africains. Madame Traoré, peut-être quelque chose à ajouter à ce que vient de dire Mathieu Pellerin? Vous êtes de retour, je crois qu'on a votre image et on va pouvoir vous entendre. Oui, j'espère que ça va marcher. Et moi, je me dis que il y a un énorme malentendu. Je pense que ce que Mathieu vient de dire, dans mon entendement, est la bataille des narratifs a été menée de telle sorte que jusqu'à présent, on continue de penser que le Mali, attaqué par les djihadistes, a demandé l'aide de la France. Et comme ça n'a pas marché, donc on a fait appel à la Russie et puis on a eu droit à Wagner et tout le reste, on connaît la suite. Et de mon point de vue, la France, et ça c'est documenté, je suis en train d'écrire là-dessus, ce que le Mali attendait de la France, ce n'était pas un déploiement de troupes au sol. Donc je considère que le Mali a été attaqué et que la France n'a pas tenu, n'avait même pas l'intention de libérer le Mali puisque Serval a été transformé en Barkhane de manière unilatérale. Aujourd'hui, c'est pour ça que il y a eu cette coupure quand j'étais en train de dire que ce que nous vivons aujourd'hui à travers le trumpisme édifie considérablement sur ce qui s'est passé au Sahel et en Afrique d'une manière générale. La question, Trump a beaucoup de défauts, mais il nous rend énormément service en démontrant par A plus B que tout est une question d'intérêt. Il dit l'Amérique d'abord, la France dit la France d'abord, et ensemble, ils se serrent les coudes aujourd'hui et ils vont essayer de revenir en force. Ils vont tenter de reconquérir l'Afrique. La reconquête de l'Afrique, il faut qu'on s'y attende
Parce que s'ils ne s'affrontent pas là-bas d'une manière ou d'une autre, ils étaient déjà en guerre chez nous, mais c'est nous qui ne l'avons pas compris. Moi, je crois que les Africains doivent faire preuve de maturité politique. Et on a payé le prix cher, le prix fort pour ce modèle économique de l'esclavage à ce jour. Je ne crois pas du tout. La question, le mythe de la croissance économique sur la base et de l'exportation, et parce que nous avons l'impression aujourd'hui, parce que du fait de la richesse de nos sous-sols, nous allons pouvoir nous en sortir, nous développer comme les autres. Et ça nous renvoie à l'épineuse question du modèle culturel. Les gens sont en train de nous parler de valeurs. Ils parlent la bataille, Gamma, tout ce qui se passe avec Maga, pardon, c'est une question de valeurs. L'Afrique doit pouvoir se référer à ses propres valeurs, bâtir, repenser en tout cas, se dire qu'elle a aujourd'hui le devoir et la latitude de penser en termes d'alternatives économiques et non pas de croissance et de nous engager dans une course folle derrière d'autres à qui nous allons emprunter encore des capitaux, les technologies et des armes et l'armement. Et donc, je pense qu'on a un tournant qui confère, disons, une dimension autre à ce débat. Moi, j'aurais mené ce débat autrement si on n'avait pas franchi ce cap qu'on est en train de traverser. Et or, si vous suivez ce débat, personne ne parle de l'Afrique pour l'instant. Mais ils vont en découdre avec la fin et les autres parce que, en raison de l'immensité des richesses du continent. Et je crois que M. Frédéric, c'est ça, a parlé de l'agriculture. Tout cela est possible, mais tout cela va nécessiter une vision véritablement panafricaine et concertée de nos intérêts. Qu'est-ce que nous appelons nos intérêts quand nous nous sommes compris jusqu'ici dans un modèle de développement mimétique. Mimétique parce que la Chine nous vend aujourd'hui, et ça c'est le côté qu'on n'a pas vu dans le film, qui n'apparaît pas. Mais si, c'est apparu quand j'ai vu ces mototaxis. Dans tous nos pays aujourd'hui, nos pays sont inondés de moyens de locomotion. Et quand ce monsieur, avec ses maigres revenus, va au marché, et regardez ce qu'il achète pour son enfant, la petite fille, ce qu'elle a dans les cheveux, nous achetons tout. Hein? La Chine nous rend ce mauvais service de nous servir tout, et nous achetons tout. Et c'est ça le véritable défi. Alors moi, je ne suis pas content de dire que nous allons émerger. On a des amis certainement, mais il faut que nous soyons exigeants avec nous-mêmes. Il faut que nous sachions que, en fonction de ce que nous consommons, ce que nous produisons, nous allons nous en sortir ou nous en bourber davantage. Merci à vous, Aminata. Merci pour cette intervention très claire. Aïcha Dabo, on a effectivement beaucoup parlé des intérêts des États, des puissances économiques, de géopolitique et les peuples dans tout ça. Au fond, quels sont les intérêts des peuples? Comment est-ce qu'ils les font entendre d'ailleurs? Bon, si on parle des peuples, moi je vais dire un exemple plus simple. Mon oncle qui est dans le fin fond du Sénégal, ce qui l'intéresse, c'est comment s'occuper de sa famille. Est-ce qu'il a les services de base, c'est-à-dire accès à l'eau, à l'électricité? Est-ce que ses enfants peuvent aller à l'école? Est-ce qu'il y a un hôpital avec des médecins qualifiés pour pouvoir en fait se soigner en cas de maladie? Ça ramène en fait les choses au niveau de la personne lambda qui est intéressée par ces questions-là. Maintenant, comment y arriver? C'est là-bas où il y a les gouvernants, les politiques qu'il faut. Et Madame Traoré a tout à l'heure parlé de valeurs africaines. Et personnellement, je crois à des démocraties africaines ou bien à des gouvernances africaines, que chaque pays africain puisse identifier en fait quel est son modèle économique réellement, quelle est sa gouvernance et quelle est sa démocratie. Tant qu'on ne prend pas le temps de mettre ça en exécution, on va toujours emprunter ailleurs des choses qui ne nous ressemblent pas nécessairement.
et qui, à un moment donné, il y aura des problèmes. Donc, ça, c'est vraiment fondamental par rapport à ça. Maintenant, quand on parle pour des populations, en termes de... Prenons l'exemple de la Chine qui vient investir et tout. Il y a un film que j'ai regardé ici, mais des questions aussi qui se passent sur le continent, c'est les parcs industriels ou bien les grandes entreprises d'agro-business qui signent avec l'État, les États, et les terres sont retirées des populations pour donner cet espace-là, soit pour un parc industriel ou bien pour de l'agro-business. Et les populations, c'est en ce moment-là, en fait, qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui a été signé et qui n'est pas dans leurs intérêts, et ils se lèvent. Le film dont je parle, qui est dans le festival Made in Ethiopia, parle de cette histoire-là d'une population, d'une communauté qui a eu à se battre pour que le parc industriel existant ne soit pas étendu. Donc, c'est à ce moment-là, quand ça touche réellement les populations, qu'elles s'impliquent et qu'elles défendent leurs droits. Par exemple, le droit à la terre, elle est fondamentale. Donc, par exemple, nous, ce que nous faisons en tant qu'organisation Afrique TV, c'est de sensibiliser les populations aux réalités de comment fonctionnent les systèmes dans lesquels nous sommes. Quand on veut parler de séparation du pouvoir, quand on veut parler des élections, quels sont leurs droits, quelles sont les responsabilités, et qu'ils ont aussi le droit de demander des comptes aux dirigeants. Et ça, on le fait à travers principalement le numérique. Et nos principaux bénéficiaires, c'est les jeunes, parce qu'ils ont, la majeure partie ont des smartphones. Et je ne peux pas dire que directement, mais en tout cas des exemples d'élections, je peux dire depuis 2011 en Afrique de l'Ouest, où il y a eu cette influence-là grâce au numérique pour que les gens puissent apporter des changements dans leur pays et ensuite demander des comptes. Suivre, est-ce que les promesses qui ont été faites lors des élections ont porté des fruits ou non, et ensuite utiliser ces informations-là et sensibiliser les populations, pas seulement dans les langues officielles français ou anglais, mais dans les langues que nous parlons, dans de langues nationales, parce que je n'aime pas la langue locale, je dis que c'est des langues nationales. Donc, pour que la population puisse avoir l'information qu'il faut, soit assez outillée pour que, quand il faudra prendre des décisions, qu'elle prenne les décisions en âme et conscience. Maintenant, si la population choisit quelque chose qui n'est pas nécessairement bien vu. Par exemple, il y a eu un sondage de Afrobarometer qui avait demandé aux jeunes que pensent-ils des régimes militaires. Certains ont dit que nous préférons un régime militaire qui marche qu'un régime civil qui ne marche pas. Donc, en tout cas, les gens ont la possibilité de s'exprimer et aussi peuvent choisir le type de gouvernance qu'ils veulent. Et bien sûr, je vais ajouter une chose, dans le respect des droits fondamentaux, parce que ça, pour moi, ce n'est pas négociable. Ce que vous êtes en train de nous dire, au fond, peut-être, si on devait répondre à la question qui est celle du débat de ce soir, Chine et Russie en Afrique, opportunités ou menaces, au fond, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la réponse, s'il devait y en avoir une, ce serait plutôt de dire tout dépend de la gouvernance dans les pays africains. C'est bien ça? C'est ma conviction. Ça dépend de la gouvernance. Je ne dirais pas à 100%, mais majoritairement. Parce que si les gens vont négocier en pensant à des intérêts à court terme ou des intérêts claniques, ça ne sert pas et ça va s'effondrer à un moment donné. Et ce qu'on aimerait éviter, c'est qu'on finisse par ouvrir les portes et que nos populations, en fait, se révoltent face à des étrangers pour créer une autre crise dont on n'a pas besoin. Donc, ceux qui vont négocier quelques partenariats que ce soit militaire, économique, agricole, etc., doivent pouvoir prendre en compte les réalités de leur population et aussi négocier pour profiter à leur population. Parce que c'est bien beau d'amener un business où les superviseurs sont étrangers,
et la population est cantonnée à faire le travail le plus dur, sans expertise. Donc, il y a monsieur qui parlait tout à l'heure de la capacitation. Ça, c'est important. Quand vous négociez les contrats, ils viennent, mais il doit y avoir un transfert de compétences parce qu'on ne peut pas continuer à dépendre des autres. Et aussi, ce qui amène un autre sujet avec nos systèmes d'éducation qu'il faudrait revoir parce que la plupart du temps, ce que le marché demande, ce n'est pas ce que nos universités offrent principalement. Donc, il y a toute une révision à faire. Maintenant, quel est le pays où les dirigeants assez audacieux et fous qui vont s'y mettre? C'est ça la question, parce que depuis les indépendances, beaucoup de gens en ont parlé, on en parle, beaucoup ont écrit dessus, mais elle n'est pas encore à l'échelle à laquelle elle devrait être. Merci à vous. Peut-être une réaction, Mathieu, avant de redonner la parole à Monsieur Nkoekie. Non, totalement d'accord, évidemment, je suis tout à fait d'accord. C'est la manière dont les pays africains pensent le rapport à ces puissances, ce qu'ils en attendent en fonction d'une feuille de route qui doit être déterminée nationalement. C'est là où ensuite, sans jugement de valeur, on peut considérer que la présence de certaines puissances militaires je dirais, accompagnent des desseins qui ne vont pas forcément dans le sens de la paix ou dans le sens de la stabilité. Mais encore une fois, ce sont des choix souverains. Et si d'autres acteurs ont envie de s'opposer à ça, c'est pas en dénonçant, c'est en proposant quelque chose d'alternatif que les choses pourront avancer. Je me tourne vers Monsieur Nkoekie avant de passer aux questions dans la salle, puisque nous sommes à peu près à 15 minutes de la fin de ce débat. Monsieur Nkoekie, au fond, que faudrait-il aujourd'hui aux anciennes puissances et aux nouveaux acteurs pour établir un partenariat, je n'ose pas dire correct, mais un partenariat davantage égalitaire avec les pays africains? Oui, merci. Je pense que la première chose, c'est de comprendre que les partenaires qu'ils avaient il y a 10 ans même ont changé. Ils ont évolué. Deux, il y a de nouvelles portes qui se sont ouvertes. Je disais tout à l'heure, vous voyez un point simple. Pour aller en Europe aujourd'hui, pour un jeune Africain, même le plus talentueux, c'est un chemin de croix. Les visas, c'est la croix et la bannière. Alors qu'ils ont des facilités de pouvoir aller en Turquie, qu'ils ont des facilités de pouvoir aller se former en Chine. Or, vous savez que justement, les facilités d'accès au système éducatif influencent énormément sur le développement des rapports entre les nations, entre les peuples. Donc ça, c'est un point important. C'est comprendre cet élément qui a évolué. La deuxième chose, c'est de permettre justement à ce que les partenaires africains puissent définir leurs priorités, leurs besoins. Lesquels sont-ils aujourd'hui? Les Africains, comme le disait Madame tout à l'heure, si je schématise, ils ont besoin de plus d'États, mais de mieux d'États. Un État qui protège, un État qui soit sûr pour tous et pour chacun. Cet État, il est comment? C'est un État qui est capable d'offrir les besoins de base pour s'occuper de sa famille. Ça veut dire quoi? En revenu. En revenu, pas la fonction publique nécessairement, mais avoir l'opportunité de créer de la richesse et de gagner sa vie. Pour qu'on ait accès à un système de santé correct, qu'on ait accès à un système d'éducation correct, qu'on ait accès à cette infrastructure de développement, mais aussi à la sécurité. C'est fondamental. Alors, dans tout ça, on parlait de la gouvernance. Et je me rappelle les discussions que nous avons à African Union de temps en temps. Le concept qui nous correspond au pays, qui correspond le mieux aux pays africains, probablement qu'il faut justement avoir le courage de penser à ce système de gouvernance. On disait il faut un concept d'afrocratie pour que nous disions qu'est-ce qui nous correspond le mieux en agrégeant toutes nos valeurs africaines pour que nous comprenions le langage du développement qui nous soit propre. Il ne faut pas péjorer quand je parle d'afrocratie. Je pense que quand on dit une démocratie à l'africaine, c'est risible, on s'en moque. Non, ça correspond à quelque chose. Madame Traoré parlait du MAGA, c'est un concept, c'est le retour aux valeurs. Est-ce que nous pouvons aussi faire ce pas? Les partenaires
de l'Afrique doivent comprendre cette évolution. Il y a un paradigme qui a évolué. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui était n'est pas aujourd'hui et ne sera pas demain. Donc, c'est à nous de prendre date et de savoir dire à nos partenaires de l'autre côté, voilà nos besoins, voilà où nous voulons aller, voilà comment nous voulons y aller. Alors, accompagnez-nous. Et un ami, lorsqu'il veut vous accompagner, il y a un certain nombre de conditions qu'il ne doit pas imposer pour que le chemin ne soit pas impossible à faire ensemble. Donc ça aussi, ce sont des choses sur lesquelles il faut retenir. Merci à vous, Fredine Kourekié. Merci à vous, Mathieu Pellerin, Aïcha Dabo, Madame Aminata Draman Traoré. Restez avec nous parce que je pense que le public a quelques questions encore et vous pouvez les adresser directement à nos intervenants. Y a-t-il des personnes dans la salle qui souhaitent poser des questions? Les micros circulent par ici. Mais je suis un petit peu étonnée qu'on ne parle pas vraiment de la situation de Bangui, qui est celle qui est présentée dans le programme. Je connais une personne qui travaille là-bas et qui m'a expliqué pas mal de choses qui sont, d'ailleurs, je crois, peuvent être vérifiées. Déjà, c'est un des pays les plus pauvres dans toute l'échelle. Et ce qui se passe à Bangui, c'est que, bon, il y a eu Daesh. Et pour contrer Daesh, qui sont venus les Wagner. Et où sont les Wagner? Les Wagner sont installés autour des mines d'or, d'uranium. Le président, qui est corrompu, a levé un peu les droits de douane. Ils peuvent sortir ce qu'ils veulent. Donc la Russie, elle s'en met plein les poches. Le peuple, il voit rien. À Bangui, à l'aéroport, il n'y a même pas de kérosène. Quand il y a eu le Covid, les gens ne pouvaient pas sortir du pays parce qu'il fallait passer par d'autres pays où les avions peuvent prendre assez d'essence pour venir chercher des personnes à Bangui. Ce que je veux dire par là, c'est que la corruption aussi des dirigeants dans ce cas-là est catastrophique. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de travail. Je veux dire, moi, en voyant ce film, j'avais envie de pleurer parce que c'est la réalité que ces gens-là me décrivent. Et alors, malgré les richesses, c'est pas qu'un problème, je dirais, d'étrangers. Bon, les bois précieux, c'est les Chinois qui le prennent. Les gens sont en train de dilapider Bangui et la République centrafricaine. Le monde, Russie et Chine principalement. Et la population, comment peut-elle s'en sortir? Moi, je ne vois pas la solution. Et c'est ce qui désespère ces personnes qui sont là pour d'autres jobs au niveau des droits humains, qui sont catastrophés. Au fond, ce que vous êtes en train de nous dire, madame, si je résume, c'est que même s'il y a un changement de partenaire, la situation des peuples reste la même. C'est bien cela? Alors je reprends. C'est une question que vous souhaitez poser à l'un de nos intervenants. Voilà, madame dit il faut changer les gouvernances. Et la question, c'est comment? Qui souhaite répondre à cette question? Bon, je vais me lancer. Bon, le comment, c'est la question. Quand le président Touadéra faisait campagne, moi j'étais à Bangui en décembre 2013 lors de la guerre. Donc, je connais un peu tout ce qu'ils ont montré. Et c'est un peuple qui depuis les années 60, n'a jamais connu de répit. Elle a vraiment du mal à s'en sortir. Maintenant, quand il y a eu la première campagne, le président portait beaucoup d'espoir. C'est pourquoi la chanson de Boa, en fait, en dit long. Les gens pensaient qu'en tant que professeur d'université, lorsqu'il va venir, il va combattre la corruption, il va essayer au moins de mettre les bases, les fondations pour que le pays puisse au moins se développer. Maintenant, quelques années après qu'il soit venu au pouvoir, parce que nous, on travaille avec des jeunes qui sont sur place. Il y a un, malheureusement, qui a été tué. C'était un journaliste qui a enquêté sur la présence de Wagner. Donc, tout ce qui est espace civique est assez restreint. Donc, ce qui rend le travail un peu plus compliqué. Comment y arriver? Ça, c'est... bon, je ne sais pas s'il y a de solutions miracles, mais ceux qui sont sur place, surtout les jeunes de la société civile, continuent à s'engager malgré les risques, malgré les difficultés.
qu'il y a sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose pour moi à saluer et à ne pas désespérer. Maintenant, le comment, ça, c'est la formule à trouver. Une autre question dans la salle? Bonjour. Je voulais vous remercier déjà pour la discussion et puis particulièrement Aminata Traoré pour les différentes perspectives et visions qu'elle a données pour l'Afrique. Ma question, je vais poser deux questions si c'est possible. La première, c'est particulièrement adressée à Monsieur Pellerin sur la question de la Russie. Vous avez en quelque sorte déployé un argumentaire pour démontrer l'efficacité de la Russie. Vous avez parlé de l'exemple du Mali. On a vu ces dernières années que la Russie au Mali a eu déjà a commis de nombreuses exactions sur les civils, notamment Moura il y a quelques années, qui a beaucoup choqué les Maliens. On a vu aussi beaucoup de critiques sur le coût, en fait, les salaires de certains de ces cadres qui ont pu faire aussi des jaloux au sein de l'armée malienne. On a pu voir la déroute totale l'été dernier, par exemple, dans le Nord, face aux Touaregs, qu'ils ont ensuite assez lâchement attribué à l'armée malienne, ce qui a créé aussi des tensions au sein de cette armée. Une partie de ces difficultés sont aussi dues, selon certains, à des difficultés d'intégration culturelle, et on l'a vu aussi au Mozambique, où en fait la Russie s'est faite virer au profit notamment de l'armée rwandaise. Et ça, c'est une question que j'aurais sur quel est le futur en fait des armées africaines au sein des conflits africains, et en fait quel est le futur de la Russie aussi en vue de ce que j'ai pu lister. Et puis voilà, en Centrafrique aussi, on a pu voir que Touadéra a rouvert un petit peu la porte à la France. Donc peut-être que ça prouve aussi qu'il y a un manque d'efficacité de la part de la Russie. Et je vais poser une deuxième question très rapide. C'est sur l'avis des panélistes sur le modèle de développement qui est proposé par Ousmane Sonko et Faye au Sénégal, qui est un exemple en tout cas d'élection démocratique et une vision qui semble en tout cas ressembler un petit peu à ce que Aminata Traoré semblait dévoiler comme vision pour l'Afrique. Alors, deux questions. Mathieu, c'est à vous. Oui, merci pour la question. Les exactions, elles sont indiscutables. Enfin, tout ce que vous avez dit, c'est tout à fait vrai. En fait, les exactions précédaient l'arrivée de Wagner. Au centre du Mali en particulier, il y a eu énormément de violences qui ont été perpétrées contre les civils depuis 2016, jusqu'à l'arrivée de Wagner. Et effectivement, les moyens mis en œuvre par Wagner et la manière de faire la guerre proposée par Wagner ont amplifié cela. Mais en fait, toute la question, là, ça nous emmène un peu loin, mais c'est important de le mentionner, toute la question derrière, c'est comment on mène des opérations de contre-insurrection. Comment on dissocie un civil d'un complice ou d'un combattant. Et toute la question qui se pose, pas qu'au Mali, au Burkina Faso et dans une moindre mesure au Niger aussi, c'est celle-ci. Un civil, pour nous, n'est pas forcément un civil pour l'armée malienne qui combat sur le terrain et qui pense, à tort ou à raison, que l'individu qu'il cible est un logisticien, est un parent, et quelqu'un qui, de près ou de loin, peut être associé à ces groupes. Je ne suis pas en train de minimiser, hein. Je suis le premier à avoir écrit sur ces questions et effectivement, ça ne fait qu'aggraver le problème et ça ne résout pas la crise. Mais simplement, ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, au-delà du jugement de valeur, ce que je considère, c'est que la Russie a apporté une aide que les Maliens espéraient, en apportant des moyens que les autres partenaires n'avaient pas apportés. Et y compris en allant dans des zones où, par exemple, la France ne voulait pas aller. La France ne voulait pas aller au centre du Mali, considérant que c'était des enjeux plus intercommunautaires. Bon, et la Russie y est allée, et effectivement, comme vous l'avez dit avec Moura, pas du tout avec le dos de la cuillère. Donc, ça aggrave, de mon point de vue, ça aggrave la situation, ça aggrave le mécontentement, ça aggrave la polarisation entre les communautés, mais les faits sont là. La Russie a restauré un semblant de sécurité au nord, en dépit de ce qui s'est passé effectivement avec le convoi à Kidal, où la Russie a rebroussé chemin. Mais toujours est-il que les groupes rebelles ne sont plus physiquement présents sur le territoire malien en permanence au nord du Mali.
La situation s'est détériorée aussi au sud. Hein. Il y a une augmentation des violences dans certaines régions du sud du Mali, attaques djihadistes en particulier. Mais voilà, moi j'en viens sur les causes. Pourquoi la Russie est arrivée? C'est parce qu'elle a répondu à ce que les partenaires européens en particulier n'avaient pas réussi à apporter. Il y avait une deuxième question sur le modèle de société proposé par Ousmane Sonko. Je crois qu'elle s'adressait à Madame Traoré. En quelques mots, Madame Traoré, parce que je crois qu'il y a encore une question de ce côté de la salle. C'est à vous. Oui, je voudrais dire que On va essayer de vous joindre. Est-ce que... La complexité de la situation du Mali, j'ai quand même le devoir de dire que la présidence ici complexifier la situation parce que quand vous parlez de Moura, des exactions à Moura, le narratif consistait en fait à faire le peintre Boutch et Moura. L'Ukraine s'est invitée dans la guerre au Mali pour en découdre avec ici. Ce que je dis que ce qui se passe en ce moment ne sera pas sans conséquence sur le traitement de la crise au Mali. Et pour faire court, il se dit beaucoup de choses. Je ne vais pas m'attarder sur la démocratie, la gouvernance. Tout cela est à revoir aujourd'hui, puisque ces recettes n'ont pas l'air de réussir aux donneurs de bonnes notes et de mauvaises notes aux Africains. Maintenant, c'est clair que l'exemple sénégalais est une mine d'enseignement pour nous tous. Hein. Les choses se sont bien passées en termes de choix des dirigeants qui toute la bande sahélienne, en tout cas une bonne partie des pays concernés, sont gouvernés aujourd'hui par une nouvelle génération de jeunes qui ont l'audace de dire non aux puissances occidentales. Et le mérite de Sonko et de Faye, c'est effectivement de revendiquer cette souveraineté, comme les 3 pays de l'AES d'ailleurs, qui sont stigmatisés. Et je pense que c'est de ce côté, c'est en cela, quand je parle d'alternative, ce sont ces efforts. Je ne dis pas que nous sommes au bout du tunnel, mais je me dis que on s'est battu ici en Afrique pendant longtemps pour des dirigeants courageux qui ont la latitude et qui se donnent les moyens de nommer un chat, et que c'est fait au Sénégal. C'est fait dans les 3 pays sahéliens, le Mali, le Burkina et le Niger. Et moi, j'ai bon espoir. En tant qu'altermondialiste, quand nous parlions du monde d'après, quelque part, il y a l'Afrique d'après est en gestation dans cette région, dans cette partie du continent. Merci à vous, Madame Traoré. Toute dernière question, je crois, du monsieur qui attendait. On est déjà en débord et donc on va me dire si c'est notre dernière question ou si on peut encore en prendre une autre. Allez-y, je vous en prie. Oui, bonsoir, merci beaucoup. C'était très intéressant et je vous avoue que je venais avec des préjugés et une idée très fixe de ce que j'attendais et ça m'a ouvert un petit peu l'esprit, donc c'est toujours bienvenu. Ma question, c'est pour Madame l'ancienne ministre. Face aux défis qui se posent maintenant de la dégringolade de l'aide internationale, surtout en termes de santé publique, et le défi qui se pose devant les pays africains en termes de réponse, par exemple au VIH ou au paludisme, et à ce que cela suppose comme un conditionnement essentiel du développement humain, pensez-vous que la Chine et la Russie peuvent être des partenaires fiables pour faire le pas et aider les pays africains et les accompagner dans ce sens? Merci. C'est possible, c'est ça que notre propre capacité et vision, parce qu'il s'agit de laisser mener par une autre puissance dans le cadre des BRICS ou pas. Et l'Afrique va devoir développer sa propre capacité d'analyse et de proposition à la limite des bouleversements qui sont en cours. Parce qu'on s'attend
pas à ce qui se passe avec l'USAID, mais la de développement, de toute façon, était faite de conditionnalité. On le sait. Mais tout le monde est perdant dans la dégradation, non seulement de la situation sanitaire, mais aussi de la question climatique que nous n'avons pas abordée ici. Dans cette région du monde, tout le monde sait que l'Afrique qui ne produit pas tellement de gaz à effet de serre et paye considérablement pour le réchauffement climatique. Donc, à la fois le climat, la santé, l'éducation, l'agriculture, les cartes sont à rebattre. Les cartes sont à rebattre et le courage et le mérite des dirigeants africains à partir de maintenant serait de poser ces questions-là dans le cadre des partenariats, quel que soit le pôle dont il s'agit, puisqu'on est dans un monde qui se veut aujourd'hui multipolaire. Merci à vous. On me fait signe qu'on peut encore poser une toute dernière question. Donc, je crois qu'il y avait quelqu'un ici, voilà, qui voulait poser une question. Question courte, s'il vous plaît, et on aura une réponse courte. Merci de dire à qui vous adressez cette question. Sorry, I'll be talking in English. Bonsoir. Alors malheureusement, je vais m'exprimer en anglais parce que je ne parle pas très bien le français. Ma question porte sur l'influence politique de ces intérêts économiques que ces intérêts économiques apportent dans les pays en développement. Parce que ces discussions, je trouve, sont très accusatrice. Que pensez-vous que la communauté internationale puisse faire contre les les grandes puissances pour empêcher que l'Afrique devienne un terrain de jeu et un théâtre de guerre pour leurs conflits? Peut-être ici sur le plateau. Mathieu. Je peux dire un petit mot. En fait, aujourd'hui, parler de communauté internationale ne veut malheureusement ou heureusement plus rien dire. Étant donné que voilà, on a des positions qui sont diamétralement opposées entre les États, nord-sud, mais aussi sud-sud et aussi nord-nord. Donc il n'y a plus de communauté internationale. Et il y a, encore une fois, des États africains qui, en fonction de la situation dans leur pays, font appel à des États qui peuvent répondre le plus aux intérêts. De l'autre côté, on a des États qui profitent de situations d'instabilité, de situations de crise, de situations d'incertitude pour positionner leurs intérêts. Avec, par exemple, si on prend le cas du Soudan, la Russie qui soutient les deux parties en conflit. Qui soutenait les rebelles au départ et qui a trouvé que finalement il y avait plus d'intérêt à privilégier avec l'État soudanais, avec l'armée soudanaise, et donc a réduit via Wagner, a réduit les intérêts de Wagner avec les RSF et s'est tourné davantage vers l'armée soudanaise. Donc encore une fois, ça renvoie à la question qui était posée précédemment. On ne peut pas juger de si l'arrivée de la Russie ou d'autres est positive ou pas. Encore une fois, c'est aux États africains de prendre leurs décisions en âme et conscience, de manière souveraine. Et la question est simplement comment est-ce que ceux qui dénoncent cela, en particulier du côté de l'Europe, peuvent proposer une offre alternative qui satisfasse les intérêts des pays africains. Et jusqu'ici, ils n'ont pas trouvé. Il n'y a pas de politique de défense au niveau européen. Les États européens n'ont aucune politique de défense en Afrique, indépendamment de la France, mais la France, évidemment, est sortie totalement du jeu. L'Europe n'a pas de projet à promouvoir en Afrique en matière de développement économique également. Vous prenez, comme le disait Freddy, elle est encore dans une logique d'aide, d'assistance, et en mettant des filtres à chaque fois, le genre, la protection de l'environnement, etc., sans tenir compte des priorités vraiment fondamentales que sont celles des pays africains. Et la question fondamentale, c'est est-ce que l'Europe veut céder en aidant ou veut véritablement s'adapter aux besoins des pays qu'elle assiste ou où elle a envie de contribuer au développement. Merci à vous, merci Mathieu, merci Aïcha, merci à nos intervenants en visio depuis le continent africain, Freddy Nkouriki et Aminata Traoré. Merci à vous pour vos questions pertinentes et intéressantes. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne suite de festival.